Voilà, bonjour. Bonjour tout le monde. Pendant cette heure, on va faire quelques petits exercices. Je vais d'abord vous donner la solution d'un des exercices qu'on va faire aujourd'hui, mais comme je suis un peu flemmard, je vais vous la donner graphiquement. Et ensuite de ça, je vais donner un exemple de mouvement de transformation de Galilée. On va voir quel est le mouvement, si on a un mouvement circulaire dans un train, comment est-ce que ce mouvement s'observe dans le référentiel du laboratoire. Et après ça, je ferai encore un autre exercice avec une transformation de Lorentz qui est un petit peu plus compliqué. Et finalement, si j'ai le temps, on parlera de quelque chose qui est très rigolo, qui s'appelle la rétrogradation de Mars. Donc je vais d'abord vous donner la solution du problème 3, c'est le problème avec le cycloïde. Et donc on a un point qui est sur une roue, ce point c'est la craie, et on vous demande d'exprimer mathématiquement le trajet que le point y fait, que la craie va faire. Alors, la solution la voici. Je suis désolé, hein. Voilà. Un problème de fait. Ce que vous remarquez, c'est que et qu'il est intéressant de voir dans ce problème. Vous voyez qu'il y a un instant donné, celui-ci, où si vous regardez bien la trajectoire de la craie, eh bien, vous voyez qu'elle arrive ici verticalement à cet endroit, donc vraiment à ce point-là. On n'a pas de vitesse le long de la direction horizontale. Ici, la vitesse dans la direction verticale, à un moment donné, la craie s'arrête. Et donc, la vitesse du point sur l'extrémité du cercle, juste quand le point est en contact avec le sol, ou bien avec le bas du tableau ici, eh bien, la vitesse de ce point de contact est égale à 0. Ça, c'est quelque chose qui est très souvent difficilement conceptualisable, on a souvent de la peine à se rendre compte et on va le voir encore plusieurs fois. Donc voilà, ça c'est la solution du problème. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va appliquer une transformation de Galilée. Je vous laisse lire la donnée du petit problème qu'on a. On a donc un référentiel qui est le référentiel du laboratoire. On a un référentiel qui est en translation constante, de vitesse constante par rapport au référentiel du laboratoire et en ligne droite. C'est le référentiel qui est symbolisé par le train. Et dans ce train, on a un objet qui a une trajectoire et qui a un mouvement circulaire uniforme. Quelle est la position, la vitesse et l'accélération de ce point tels qu'on pourrait les voir dans le référentiel du laboratoire. Alors malheureusement, dans les notes que je vous ai données, j'ai déjà mis la solution du problème. C'est pour ça que je vais le refaire au tableau. Et ce que je vais faire, c'est comme ceci. Voilà. Donc vous avez au tableau la formule qui vous permet de retrouver la position, la vitesse et l'accélération dans le référentiel primé, si vous connaissez les mêmes grandeurs dans le référentiel du laboratoire. Ici, c'est juste le contraire qu'on doit faire, hein, c'est extrêmement simple. On connaît x', y', z', et donc on va essayer de connaître x, y, z, v et a. Et donc, pour ce faire, ce que je vous dis, c'est que l'objet, il a une trajectoire circulaire dans le référentiel du train. Comment est-ce qu'on va écrire une trajectoire circulaire? Alors c'est quelque chose, là aussi, que je vais écrire une fois, on le verra très très souvent. Un point qui tourne sur un cercle, comme ceci. Eh bien, ce point, évidemment, il va progresser le long du cercle. Et si on imagine que c'est un cercle trigonométrique, on a ici un angle qui évolue en fonction du temps. Cet angle, il évolue linéairement avec le temps. D'accord ? Si je double le temps, j'aurais fait
un trajet 2 fois plus long le long du cercle. Et donc je peux dire, comment est-ce que je l'appelle? Voilà, je peux dire que cet angle, je l'appelle une certaine grandeur multipliée par le temps. Si t est égal à 0, on est ici. Si t est égal à 2pi sur oméga, vous voyez que si t est égal à 2pi sur oméga, on aura que oméga t c'est égal à 2pi et donc on aura fait un tour. D'accord? Donc je peux paramétriser la position du point sur le cercle à l'aide de cet angle que j'appelle oméga t. Alors maintenant, dans le référentiel du train, on aura ici x', on aura ici y', et le z' serait perpendiculaire au tableau. Ce z', il sera uniformément égal à 0. Et donc, je peux tout de suite écrire la position. Si vous voyez que si à t égale à 0, on se trouve à ce point-là, eh bien la projection... si à un instant t, on se trouve là, la projection de ce point-là sur l'axe x, ça va donner le rayon qu'on appelle R0 fois le cosinus de cet angle, donc R0 fois cosinus oméga t. Cosinus, et là, j'ai bien une parenthèse parce que l'angle c'est oméga t. Pour trouver la position y, eh bien, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir le cosinus, on doit prendre le sinus de oméga t, et puis z', il est uniformément égal à 0. Comment est-ce que je fais maintenant pour trouver la vitesse? Eh bien, j'ai qu'à dériver cette fonction composée par rapport au temps. Donc, je vais trouver que la composante en x', alors, je vais devoir dériver le cosinus, ça va me donner un moins sinus oméga t. La dérivée de oméga t, c'est oméga. Et donc, je vais trouver pour la vitesse, selon x, qu'on aura moins R0 fois oméga fois sinus de oméga t. Même chose pour y'. On aura la dérivée de cosinus oméga t, de sinus oméga t, c'est cosinus oméga t. Et donc on aura ici un plus R0 fois oméga fois cosinus de oméga t, avec toujours une vitesse selon z qui est uniformément égale à 0. Je fais encore la même chose pour trouver l'accélération. Je dérive une deuxième fois. Et donc, j'ai trouvé que l'accélération selon x, c'est égal à moins R0 oméga carré, puisque je vais devoir dériver une deuxième fois, fois cosinus oméga t. L'accélération le long de y, dans le référentiel primé toujours, on aura aussi un moins ici. On aura donc moins R0 fois oméga carré fois sinus de oméga t, et toujours 0 dans la direction z. Et j'attire votre attention en pensant à ce qui se passera dans la suite de ce cours, pour voir ici que si je regarde l'accélération selon x et que je compare à la position en x, j'ai que l'accélération selon x', c'est égal à moins oméga carré fois la position selon x'. Ça, vous pouvez noter cette formule quelque part dans votre tête, et on la ressortira plusieurs fois dans la suite de ce cours.
Alors si maintenant, ça c'était dans le référentiel R'. Si maintenant je regarde ce qui va se passer dans le référentiel du laboratoire, je vais devoir utiliser je vais devoir utiliser la transformation de Lorentz qui va me dire quoi? Qui va me dire x, la position en x, ce sera x' plus u fois t, y c'est égal à y, et z est égal à z. Et donc, j'aurai tout naturellement que x, ce sera égal à R0 cosinus oméga t plus u fois t, y' égale R0 fois sinus de oméga t, et z égale 0. Si maintenant je regarde les vitesses le long de x, y et z, donc je dérive ceci, je vais trouver moins R0 oméga fois sinus oméga t plus u. D'accord, je vais simplement dériver le u. Je vais trouver que Vy est égal à R0 oméga cosinus oméga t, Vz est égal à 0. Et puis, je vais trouver que l'accélération, je vais de nouveau dériver, là, je vais trouver que AX est égal à moins R0 oméga carré cosinus de oméga t. La dérivée de ce u, c'est 0. Vous trouvez que AY, c'est égal à moins R0 oméga carré fois sinus de oméga t. Et puis, je vais trouver que l'accélération selon z est bien égale à 0. Et donc, vous voyez que ici, on a bien, avec cet exemple, retrouvé les résultats de notre transformation de Lorentz. Pourquoi? Parce que si je compare ces équations, j'ai bien montré que V est égal à V' plus U. Non, pardon, c'est là. Et puis ici, on a bien que A est égal à A'. Et donc à partir de ça, maintenant, on peut tracer la trajectoire dans le référentiel R. Ce que je vais faire. Donc alors, la trajectoire dans le référentiel R', eh bien, elle est connue, c'est un cercle. Si maintenant je dessine la trajectoire dans le référentiel du laboratoire, eh bien, vous voyez que je vais trouver quelque chose qui part au même point, puisque autant t égale à 0, les deux points sont coïncidents. Mais si je regarde maintenant la vitesse que le point il a autant t est égal à 0, dans le référentiel du laboratoire, vous voyez que autant t est égal à 0, j'ai que la vitesse le long de x, elle est égale à moins r0 oméga plus fois 0 plus u. Donc autant t égale à 0, la vitesse selon x, elle a une composante qui est égale à u. Et vous voyez que dans la direction y, autant t égale à 0, on a une vitesse qui est égale à r0 oméga. Et donc, autant t égale à 0, notre système va partir dans cette direction. OK ? Et donc, après ça, c'est relativement simple. Vous pouvez soit le faire en tabulant
les équations, soit vous pouvez vous dire, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter ce cercle, mais simplement en me déplaçant. Et c'est ce que je vais faire ici. Ça va faire comme ça. Voilà, alors évidemment, ce n'est pas très bien dessiné, mais c'est quand même relativement juste. Et vous voyez que si on avait une certaine relation entre oméga et u, une relation que vous pouvez trouver très facilement, eh bien, on retomberait sur la trajectoire de notre cycloïde et on aurait quelque chose qui ferait comme ça. Voilà. Donc ça, c'était le premier petit problème que je voulais résoudre avec vous. Maintenant, on va regarder un problème qui est un tout petit peu plus compliqué. C'est celui d'un avion qui se déplace. Et oui. Attendez, il faut que vous parliez plus fort. La première trajectoire, c'était dans le laboratoire et la deuxième que vous avez faite, c'était dans le train. Non, pardon, alors excusez-moi, la trajectoire qui est en haut, le cercle, c'est dans le train, et la trajectoire qui est en bas, c'est dans le référentiel du laboratoire. Et pourquoi il y a deux types de trajectoires? Alors la première trajectoire, la trajectoire qui a celle-ci, c'est la trajectoire s'il n'y a pas de relation particulière entre oméga et u. D'accord ? Mais si maintenant je peux la déterminer assez facilement, si je trouve une relation entre oméga et u, je vais retomber sur le cas de mon cycloïde, c'est le cas que j'ai dessiné avant. D'accord ? Vous voyez que dans le cas du cycloïde, je vais le redessiner. Enfin non, je ne peux plus le dessiner parce que le tableau est trop loin. Mais lorsque la roue elle tourne, il y a une relation entre l'évolution de cet angle et la vitesse de l'axe. Cette relation, elle est très facile à trouver. Je ne vais pas vous la donner maintenant, mais c'est vraiment très facile. Et donc, si c'était le cas, si on avait cette relation entre la vitesse de le oméga et le u, eh bien, on obtiendrait une trajectoire qui serait comme le cycloïde. Mais c'est un cas particulier. Donc voilà, vous avez peut-être eu le temps de lire la donnée du second problème, qui est aussi un problème dans lequel on a une transformation de Galilée. Et on a donc une situation où on a un avion qui doit se rendre en un temps donné entre deux points, un point qui est au sud et un point qui est au nord. Et on veut que l'avion se rende en ce point au nord en un certain temps. Malheureusement, il y a du vent, et donc le problème, c'est qu'on demande à l'avion quelle doit être sa vitesse et surtout quel doit être le cap qui va suivre pour pouvoir arriver à bon port. Alors c'est un problème qui n'est pas forcément super facile à formaliser, c'est pour ça que j'ai pris cette petite maquette et puis que on va dessiner ici le sud et le nord. Imaginez d'abord qu'il n'y ait pas de vent. Alors, ça c'est le point de départ, ça c'est le point d'arrivée. Là, dans la situation où on n'aurait pas de vent, ce serait très simple parce que l'avion devrait avancer comme ça. Il devrait avancer à une vitesse qui serait 320 km/h, c'est bien ça ? 320 km/h, et donc il arriverait à bon port. Maintenant, s'il y a du vent, imaginons que ce vent il va dans une certaine direction et qu'il fait un certain angle avec l'axe nord-sud. D'accord ? On a plusieurs situations. On pourrait se dire, ah ouais, mais bon, l'avion, il faut qu'il vole contre le vent. Mais si l'avion, il vole contre le vent, comme ça, il va aller dans cette direction. Et donc, on ne va pas arriver à bon port. D'accord ? Ça veut dire donc que l'avion, il doit adopter un certain cap, un cap qui est différent,
voyez que, enfin, disons, il y a encore la situation dont il faut peut-être parler, où imaginez que l'avion il veuille voler tout droit pour aller à sa place d'arrivée. S'il y a du vent, l'avion va se déplacer comme ça. Et donc, il ne va pas arriver à bon port. S'il vole contre le vent, comme je viens de le dire, il volera bien contre le vent, mais il n'arrivera pas non plus à bon port. Et donc, il faut trouver une situation qui est entre les deux, une situation où l'avion n'est pas exactement opposé au vent, mais où la combinaison des deux effets, donc poussé comme ça par le vent et le voler